Bonjour à tous, vous écoutez l'Europe en 43 minutes, émission animée par la Maison de l'Europe de Tours, Centre-Val de Loire, Europe Direct. À la veille des élections européennes en France, nous ne pouvions pas passer à côté du sujet. J'ai le plaisir d'accueillir Christine Bousquet-Labouéry, professeure émérite de l'Université de Tours et présidente de la Maison de l'Europe de Tours. Pierre-Yves Monjal, professeur de droit public à l'Université de Tours, directeur du Master juriste européen et vice-président de la Maison de l'Europe. Et en fin d'émission, nous entendrons également Gabriella Hatfield, jeune étudiante britannique en stage à la Maison de l'Europe. Bonjour à tous. Bonjour Astrid. Bonjour Astrid. Merci d'être avec moi aujourd'hui. Alors la grande question, je pense que tout le monde se pose, pourquoi est-ce important d'aller voter aux élections européennes ? Et là, je vous pose une colle. Non, c'est pas une colle. Mais d'abord, je dirais que pourquoi c'est important d'aller voter ? Point d'interrogation, que ce soit les élections européennes ou quelle que soit l'élection, c'est important de voter parce que c'est faire entendre notre voix. VOIX. C'est faire entendre notre voix et c'est quelque chose qui est quand même essentiel dans la vie. Quand on entend les gens sur les manifestations qui disent qu'on ne les écoute pas, que bah si, on les écoute quand ils votent, mais quand ils votent pas, on peut pas les écouter. S'ils ne donnent pas de la voix, on ne peut pas écouter les gens. Donc pour moi, c'est ça d'abord, c'est l'essentiel, il est là. Et peut-être d'autant plus aussi pour les femmes que finalement, nous, le droit de vote, on l'a depuis moins d'un siècle aussi. Oui, mais enfin bon, on n'était pas nés, ni vous ni moi, oui, donc non, mais bon, même, maintenant, pour il nos grands-mères, y a prescription. Moi, j'ai du mal à me brancher là-dessus, mais c'est vrai que c'est quand même un élément essentiel. On vit dans un monde où il y a quand même beaucoup de gens qui ne l'ont pas. Je ne sais pas si vous avez vu cette semaine, mais l'émission sur la Corée du Nord et les malheureux travailleurs de Corée du Nord qui vont travailler comme esclaves, il n'y a pas d'autre terme, en Chine. Voilà, ce que c'est qu'un endroit où il n'y a pas de démocratie, où il n'y a pas de voix des hommes et des femmes. Tout à fait, évidemment, d'accord avec ce qui vient d'être dit. Et pour prolonger, ça a été dit à l'instant, on parle de démocratie. On parle de démocratie en Europe, une démocratie mature. N'oublions pas qu'on a fait la révolution en 1789 également pour obtenir des droits, le droit de vote des citoyens. Alors ça, c'est une première remarque d'ordre général. Et puis, lorsque nous allons aller voter, alors on ne sait pas encore le taux d'abstention qu'il y aura, il risque peut-être d'être aussi important, voire plus que lors des dernières élections européennes en 2019. Néanmoins, on s'exprime. Néanmoins, alors on a le choix, il y a 38 listes, on y reviendra peut-être. Ça, c'est un autre sujet. Mais on nous donne l'occasion quand même de nous exprimer. Alors, peut-être pas toujours dans le sens que l'on souhaiterait, en fonction des listes et des candidats, peut-être pas toujours avec une claire conscience des fonctions du Parlement européen, mais sur le fond du sujet, oui, ce qui est en jeu, ce sont des libertés absolument fondamentales, des droits fondamentaux, qui est le droit de vote, et d'éligibilité par ailleurs, il faut aussi le souligner. Donc c'est important pour cela, parce que nous sommes en Europe, parce que nous sommes des démocraties, et qu'on nous donne les moyens de nous exprimer. Et qu'on n'a pas toujours eu en plus. Et qu'on ne l'a pas toujours eu, bien entendu, et à rythme régulier. Alors il est vrai, dans une configuration particulière, qui est celle de l'Union européenne, qui pose d'autres séries de questions, mais je crois que la nature du vote, de l'expression du citoyen, elle est la même. Lorsque vous allez lire vos députés à l'Assemblée nationale ou vos députés au Parlement européen, c'est la même personne, c'est le même citoyen qui s'exprime, et cette élection-là, à mon avis, est de même nature. Tout à fait, oui, moi je suis tout à fait d'accord. Et c'est vrai que, quand on regarde l'histoire de l'Europe et l'histoire d'une partie de l'Europe, qui a connu quand même le nazisme, les fascismes, le totalitarisme soviétique, c'est pas anecdotique du tout ce qu'on est en train de dire sur le droit de vote. Ça nous paraît évident aujourd'hui. Vous prenez un jeune dans la rue et vous lui demandez, oui, bien sûr, il a le droit de vote. Mais qu'est-ce que ça veut dire fondamentalement? Et dans notre histoire, c'est quand même pas si évident. Alors oui, alors là, on reconnaît l'historienne, bien sûr, il faut revenir à cela. Tant mieux que les jeunes, ou les moins jeunes du reste, disent oui, bon, on va voter une fois de plus, etc. Donc ça veut dire qu'il y a une forme d'habitude, d'accoutumance, tant mieux, c'est acquis, sans doute. C'est fragile tout cela quand même. Et ce que vous venez de dire, Christine, oui, parce que moi j'ai un âge qui a fait que mes grands-parents ont connu la Seconde Guerre mondiale, mes parents sont nés pendant la Seconde Guerre mondiale, oui, il y a 75 ans, l'Europe était à feu et à sang. Et donc aujourd'hui, par le droit,
Mais par la démocratie, eh bien, nous tous allons élire, choisir, faire des choix très importants. L'évolution historique de ce point de vue-là, on l'oublie, mais je crois elle est absolument vertigineuse, de mon point de vue, et notamment sur le plan démocratique. Et avec, au fil du temps, on en dira peut-être quelques mots, l'incroyable consolidation des pouvoirs du Parlement européen, comme siège de notre démocratie, un peu particulière, dans le cadre de l'UE, mais qui est la nôtre. Et justement, quelle est votre vision de l'Europe ? Alors, les visions. Oui, les visions. Vaste question. Vaste question. On va essayer de résumer. Mais là aussi, je pense qu'on oublie peut-être un petit peu l'essentiel. Pourquoi on a créé des institutions européennes ? Pourquoi on a fait l'Europe dans un objectif au départ, et là encore une fois, je crois qu'on l'a oublié, perdu de vue, de pacification. C'est-à-dire qu'on va changer les relations entre les États, la guerre ne sera plus envisageable sur le plan éthique, sur le plan politique. Ce n'est pas un procédé. Donc là, il y a une évolution de ce point de vue-là. On a fait l'Europe pour la paix, grâce au droit et grâce à l'économie de marché. Ce n'est qu'un début, sans doute. C'est une voie. Est-ce que c'est la meilleure ? Je ne suis pas certain. Il y a peut-être d'autres procédés, il y a peut-être d'autres choix politiques européens à faire, peut-être en matière sociale, ça revient très régulièrement, ce n'est pas faux. Oui, c'est la paix par la conjonction de la raison, du droit et de l'économie. Bon, donc c'est peut-être pour cela que je suis profondément européen de ce point de vue-là. Mais il y a tellement de visions. Alors après, les visions du juriste, c'est un autre débat. On ne va pas se lancer là-dedans particulièrement. Quoique, il y a des sujets intéressants. Bon. Tout à fait, oui. Moi, j'ai un peu la même analyse. D'abord, je crois qu'il faut toujours se rappeler que la construction européenne, c'est quelque chose de volontariste. Et c'est tout à fait vrai. Voilà, la volonté humaine, la volonté des États, la volonté d'hommes politiques, c'est quand même quelque chose d'important. Et dans le monde d'aujourd'hui, où l'on voit quand même ce monde qui est à feu et à sang, quand on regarde une carte du monde aujourd'hui, c'est quand même assez effroyable. Eh bien, on aurait un petit peu plus de volontarisme, ça serait peut-être pas plus mal. Alors, ça peut déplaire. Non, ça peut déplaire à certains, mais le volontarisme, vouloir imposer la paix dans une Europe qui était en ruine, qui était complètement détruite. Il n'y avait plus une ville allemande qui tenait debout. En France, le nombre de villes détruites, et à Tours, on le sait bien, c'était absolument épouvantable. En Angleterre, partout, toutes les villes étaient détruites. Il a fallu quand même un courage politique, un courage intellectuel, une manière de se projeter qui aujourd'hui sont peut-être un peu abandonnés par certains, et c'est dommage. Je pense qu'il faut toujours revenir à ça. Merci. L'Europe en 43 minutes sur RCF Touraine. Notre sujet aujourd'hui sont les élections européennes, en compagnie de Christine Bousquet-Laborie, Pierre-Yves Monjal et Gabriel Hadfield. Donc vous nous aviez parlé un petit peu de pourquoi il était important d'aller voter, tout d'abord, pour les élections européennes dans un second temps. Quelle est votre vision, vos visions un petit peu de l'Europe ? Quel est le rôle, en fait, de cette Union européenne, de cette Europe ? Alors, moi, je dirais une chose. Aujourd'hui, dans le débat, on entend « j'aime » ou « j'aime pas l'Europe ». J'allais dire, ça n'a aucune espèce d'intérêt de savoir si on aime ou si on n'aime pas l'Europe. L'Europe, elle existe. C'est notre cadre de vie. Je vois mal comment on pourrait s'en passer. Comment l'agriculture française pourrait fonctionner sans la PAC. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir, c'est dès qu'on essaye de toucher un tout petit peu, tout le monde est dans la rue. Donc, on passe notre temps à entendre qu'il faut défendre la voix française, la voix nationale. Cette voix nationale qui ne doit pas être si terrible que ça, puisque les mêmes personnes sont dans la rue pour protester contre tous les choix qui sont faits par la nation. Donc, c'est un peu bizarre. Moi, je pense que l'Europe, il n'y a pas d'affect à avoir. Je pense on doit sortir de l'affect, à mon avis, et se dire, l'Europe, c'est notre quotidien. C'est aujourd'hui. Imaginez demain, sans Europe, ce qu'on ferait ou ce qu'on ne ferait pas, surtout. On en parlera tout à l'heure avec Gabriella. C'est quand même un sujet qui, aujourd'hui, touche de près un certain nombre de gens. Donc, voilà, moi, je pense que ça me paraît le point de départ, de toujours penser à ça. Oui, je suis assez d'accord sur cette idée qu'il ne faut pas qu'il y ait d'affect particulier.
d'ailleurs, ça voudrait dire quoi? Alors, après, on peut avoir un engagement européen très profond qui peut avoir beaucoup de sens pour ceux qui militent de manière très, très, très profonde et viscérale. Mais d'ailleurs, en poursuivant ce qui vient d'être dit, l'Europe, ça sert à quoi? À mon avis, ça sert à deux choses. Ça sert tout de même à maintenir les identités des États. Parce que on n'est pas dans des logiques d'uniformisation, contrairement à ce que l'on veut nous faire croire. La France, ce n'est pas l'Allemagne, l'Allemagne, c'est pas l'Italie, la France, c'est pas l'Espagne. Nous avons réussi à conserver, quoi qu'on dise, nos singularités, nos spécificités. C'est pas une historienne que je vais dire ça, mais je crois qu'on ne fait pas l'économie de l'histoire. Ça, c'est impossible. Il y a, à mon avis, des permanences, des sortes de continuums qui font que chaque nation, chaque pays a sa spécificité. Et puis, dans le même temps, alors c'est ça qui est absolument incroyable avec l'Union européenne, et c'est ce qui se passe d'ailleurs dès le début des années 50 et encore aujourd'hui. Alors nous sommes sans doute tous différents, mais nous avons quand même des points communs. Alors outre notre histoire commune, bien entendu, outre notre héritage gréco-romain, on pourra remonter... bien entendu, au cours des siècles, mais nous avons les points communs. Alors, quels sont nos points communs? Quels sont nos intérêts communs? Et à partir du moment où on arrive à définir des intérêts communs, justement, on fait commun. Ça s'appelait avant la communauté européenne, moi j'aimais bien cette formule. Alors on parle d'union, on pourrait disserter sur la différence entre l'union et les communautés, mais c'est la même idée. Quels sont nos intérêts communs? Alors, a été évoqué l'agriculture, oui, c'est un intérêt commun. A été évoqué l'économie, c'est un intérêt commun. L'environnement, c'est un intérêt commun. Et puis très concrètement, et j'ai le souvenir de ça aussi, maintenant de se rendre en Allemagne, à une certaine époque au Royaume-Uni, bon, même si c'était peut-être plus compliqué, ou alors pour les Français d'aller en Belgique ou Luxembourg, c'était pas du tout évident. On ne pouvait pas y aller aussi facilement que ça. Moi, j'étais en doctorat, mais quand je suis allé en Belgique, j'étais contrôlé. Il fallait que je fasse tout un tas de papiers administratifs, même chose pour le Luxembourg. Maintenant, les étudiants, les jeunes, ou les moins jeunes du reste, mais on va en Allemagne comme on va à Paris, on va à Lisbonne ou à Madrid, que sais-je, comme on se rend à Blois, mais véritablement. Alors, c'est une liberté d'aller et venir. Je ne parle même pas de la libre circulation des travailleurs, mais simplement une liberté d'aller et venir. C'est pas mal l'Europe quand même de nous proposer un projet, alors libéral, mais au sens de liberté, bien entendu, mais des libertés. Donc ça a quand même du sens. Et là aussi, ce sont des éléments qu'on a un peu perdu de vue, mais en même temps, ils sont ce que j'évoquais. C'est tellement évident, mais c'est tellement évident, c'est tellement intégré. Alors moi j'ai vu cette transition, Christine bien entendu aussi, on a vu ce passage, et puis on a des enfants, ou d'autres des petits-enfants, ils ne se posent même pas la question, l'Allemagne pour eux c'est leur terrain de jeu, alors je parle de l'Allemagne, mais c'est leur terrain de jeu assez naturel, c'est pas mal la liberté je crois. Et justement, Gabriella, je me tourne un petit peu vers vous, parce que vous êtes britannique, du coup vous vivez en France maintenant, mais est-ce que vous avez vu vraiment cette différence pour vous rendre à nouveau dans votre pays, pour revenir en France? Oui, tout à fait. Donc depuis que le Royaume-Uni est sorti de l'Union européenne, ça devient beaucoup plus difficile pour nous de voyager. On n'a pas cette liberté comme vous avez européen de circuler librement, même d'aller travailler dans un pays européen, bien que ce soit à côté comme l'Allemagne. Voilà, on n'a pas cette chance que vous avez d'avoir cette chance. Oui, ce qui est intéressant, c'est de vous entendre dire cette chance. Voilà. Et c'est ça qu'il faut mettre en valeur. C'est une chance pour nous. Vraiment comme ça, oui. Et alors, je suis très sensible à ce qui vient d'être dit. Moi, ce qui m'a beaucoup intrigué, à vrai dire, je ne suis pas le seul d'ailleurs, au moment du Brexit, quand même. Alors, c'est un choix souverain, évidemment, qui a été fait au Royaume-Uni de quitter l'Union européenne. Mais à quel coût? À quel coût pour les citoyens? Je ne parle même pas de l'activité économique. Qu'est-ce qui disparaît d'un coup, précisément? Le droit de vote? Qu'est-ce qui disparaît d'un coup? La libre circulation? Qu'est-ce qui disparaît d'un coup? Tout le dispositif de protection en vertu de la Charte des droits fondamentaux, notamment, et dont malgré tout le Royaume-Uni dépendait. J'y ai vu ici des atteintes à des droits fondamentaux absolument importants, significatifs. Et alors moi je fais partie d'une toute petite minorité qui est sur ce créneau, et de dire, alors c'est un débat compliqué, de dire que est-ce qu'un État souverain, au nom de sa souveraineté, peut faire des choix politiques et juridiques qui constituent des régressions ou des réductions de droits fondamentaux
à des citoyens, sur la liberté, sur le droit de vote et d'éligibilité. Donc juridiquement, on pourrait faire une construction, alors qui est assez fragile pour tout dire, mais qui pourrait être un élément en tout cas de discussion, qui a été rarement entrepris du reste. On s'est abrité d'ailleurs ce choix souverain. C'est ainsi. Bon, techniquement après il y a des éléments, mais c'est ça aussi le Brexit, je crois. Oui, c'est très important ce que vous venez de dire, parce que c'est quand même privé des générations ultérieures. C'est privé des générations. Et les générations ultérieures. Parce que vous, Gabriela, vous êtes trop jeune pour avoir pu vous exprimer au moment du Brexit, et vous êtes obligé de subir ça. Planisphère, c'est votre rendez-vous géopolitique sur RCF. Chaque dimanche, des historiens, des géographes, des géopoliticiens, des journalistes ou des acteurs des relations internationales prennent le temps d'expliquer les soubresauts du monde. Planisphère, présenté par Hugo Billard, c'est ce dimanche à 12h. RCF, l'Europe en 43 minutes. Les élections européennes sont au cœur de notre émission aujourd'hui avec Christine Bousquet-Labouéry, Pierre-Yves Monjal et Gabriela Hadfield. Alors, vous avez parlé d'un certain nombre de choses dans la première partie de l'émission, et je voudrais vous demander pourquoi les élections 2024 sont-elles particulièrement importantes pour l'Union européenne ? Peut-être au vu de ce qui se passe dans le monde, de l'économie, vous en avez touché un bref mot tout à l'heure. Quand on regarde le tableau du monde aujourd'hui, pour la première fois depuis fort longtemps, en tout cas depuis les années 90, puisqu'il y avait la guerre en Bosnie, la guerre, elle est sur le continent européen, et une guerre d'une violence absolument terrible, avec des destructions matérielles et humaines qui sont considérables. C'est quand même quelque chose, je pense que Pierre-Yves serait d'accord avec moi, quand on était jeune, c'était inenvisageable, inimaginable. C'est quelque chose... et ça veut dire que si l'Ukraine tombe dans les mains des Russes, les Russes sont à la frontière de l'Union européenne, là, vraiment. Donc c'est vraiment quelque chose d'important que l'Union européenne se rappelle ce pourquoi elle a été créée, ce qu'elle a en commun. Tout à l'heure, on disait qu'il y a un certain nombre de choses en commun, et un des éléments clés, c'est cette volonté d'être en paix, de vivre en paix, de développer la paix. Et voilà, moi je crois que la situation est quand même compliquée, elle est compliquée au Proche-Orient, elle est compliquée partout, on a besoin, d'ailleurs il n'y a qu'à regarder, actuellement l'OTAN qui est la structure de défense, elle est importante, mais elle est quand même pas très réactive, pas suffisamment réactive, et on voit bien que les États-Unis sont un peu en recul par rapport aux engagements qu'ils ont eu. Il ne faut jamais l'oublier, ils ont été terriblement engagés. Si en 18, la France s'en est sortie, c'est grâce aux États-Unis, et ne parlons même pas de la Seconde Guerre mondiale, sans les États-Unis, nous ne serions pas dans cette situation. Donc il faut être reconnaissant aux États-Unis de tout ce qu'ils ont fait, mais là, ils viennent de nous dire que c'est aux Européens, et après tout, est-ce qu'ils ont tort de penser ça ? C'est aux Européens d'être maîtres de leur destin. Je crois que c'est important. Donc c'est un sujet, le problème de la défense européenne, qui est un sujet sur lequel la communauté puis l'Union achoppe depuis sa création. C'est un sujet qui aujourd'hui quand même qui suscite moins d'hostilité. On sent bien qu'il va falloir quand même y passer à cette défense. Alors, il va falloir avancer, c'est compliqué, il faut avancer. La France ne peut être qu'en fer de lance, c'est la seule puissance nucléaire. C'est donc à la France que revient En plus, elle est membre permanent de l'ONU, donc c'est la seule là aussi. Donc c'est vraiment un sujet essentiel à mon avis. Oui, c'est un sujet essentiel. C'est la grande singularité de ces élections de 2024. La guerre, tout simplement. Impensable, inimaginable, pas avec n'importe qui, avec la Russie tout de même, et pas avec n'importe quel État, l'Ukraine. C'est d'ailleurs le plus grand pays européen avant, ou après plutôt. La Russie, c'est plus grand que la France. C'est absolument tragique. Je crois qu'il y a cet élément-là. Alors, sauf que
on a le sentiment de s'être un peu habitué quand même à ce conflit. Ça fait 2 ans, mine de rien. C'est terrible. Hélas, ce qui se passe au Proche-Orient se rajoute. C'est évidemment plus éloigné de chez nous, mais ça nous concerne très très directement. On voit bien l'intensité des débats en ce moment, mais la guerre se réinvite. Et alors avec ce qui est tout à fait juste, à la fois une prise de conscience des Européens qu'à un moment donné, il y a peut-être des choix stratégiques, politiques, très compliqués à faire. Sur la manière dont on organise la défense européenne. Est-ce que c'est simplement se réarmer plus intensément et envisager le pire dans les années à venir? Alors ça c'est quand même un scénario qui est assez tragique. Mais même plus encore, est-ce qu'on est prêt à faire la guerre? Les discours récents d'Emmanuel Macron, il n'y a pas que lui du reste, avec d'autres Européens, on le voit bien, c'est faire la guerre. Alors, et puis il y a ceux qui veulent surtout pas faire la guerre bien entendu, et laisser tomber les Ukrainiens. En contrepoint, il y a évidemment ceux qui souhaitent. Alors là, c'est un test de solidité et de solidarité entre les Européens et le désengagement américain. Bien entendu, les États-Unis ne peuvent pas être sur tous les fronts. Et on parlait tout à l'heure de maturité démocratique. Je crois qu'on a atteint un stade de maturité démocratique, mais sur cette question-là, on est encore très jeune et donc très fragile. Et puis, le Covid. Et puis, la crise économique. Il y a eu des conjonctions, quand même, là, d'éléments à l'échelle européenne qui font que ces élections, corrélées à la montée, ce qu'on appelle des populismes, de manière un peu commode, notamment en France et dans d'autres pays de l'UE, constituent un fond de décor, alors, à mon avis, jamais vu. Les dernières élections n'étaient pas dans ce contexte-là. Il y a eu la crise migratoire, qu'on oublie aussi, mais la crise économique, bien sûr, hélas, mais ces dangers majeurs, le Covid, les conflits, c'est la nouvelle donne. Et puis il y a peut-être aussi quand même le problème écologique aujourd'hui, le problème écologique qui se rajoute. Qui se rajoute, c'est vrai. Et sur lequel... On ne peut pas imaginer le coup du nuage qui s'arrête aux frontières. Non, on nous l'a déjà fait. C'est complètement aberrant. On sait très bien que la réponse, elle ne peut être que globale. D'ailleurs, la réponse, elle devrait être mondiale pour que ça puisse marcher. Mais si déjà on arrivait à faire une réponse européenne cohérente, comme on est quand même très regardé, on est très envié, ça aussi, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Quand vous prenez des pays comme l'Ukraine, la Moldavie, la Géorgie, l'Arménie, qu'est-ce qu'ils veulent? Rentrer dans l'OTAN, bien sûr, pour être protégés. Mais ce qu'ils veulent d'abord, ce qu'ils demandent, c'est d'être membre de l'Union européenne. Donc cette Union européenne, finalement, elle a quand même beaucoup d'attrait. Ce n'est pas rien. C'est pas rien d'attirer comme ça. Donc moi, je pense que les défis écologiques sont aussi au cœur des élections. C'est tout à fait vrai. Ça m'est pas venu naturellement, moi non plus. Non, mais parce que peut-être qu'on l'a intégré aussi, peut-être. On a peut-être intégré, puis on est obsédé quand même par la situation internationale. Et c'est d'ailleurs aussi une grande préoccupation chez les jeunes, l'écologie, peut-être plus que chez les adultes. Oui, non, mais je pense. Les jeunes, c'est vraiment une grosse préoccupation. Il y a aussi sans doute un phénomène générationnel, peut-être plus aigu chez les jeunes, en effet. Tout à fait. Alors, nous allons élire 81 députés français qui feront ensuite partie des 720 députés européens élus le 9 juin. Quel rôle ont les députés européens, plus précisément, au sein de l'Union européenne, dans les institutions, dans le processus décisionnel? Qu'est-ce qu'ils font, en fait, ces députés européens? Qu'est-ce que vont faire nos élus? Alors ça, je crois que c'est la question fondamentale. Alors je ne sais pas comment vous analysez ou vous entendez la campagne pour les européennes en ce moment. Là aussi, hélas, je commence à avoir un peu d'expérience, un peu d'âge. Je crois que c'est de pire en pire. C'est dramatique. Ça devient une cacophonie. Déjà, elle ne décolle pas beaucoup. Alors, oui, mais bon. Et bien entendu, en fait, c'est de la politique franco-française. Mais ça, j'y reviendrai si j'ai le temps. C'est un gros travers, hélas, de ces élections où en réalité on essaie d'avancer des pions à mi-mandat présidentielle pour la future élection présidentielle, et donc ça devient une campagne franco-française. Et au fond, on a perdu l'essentiel. C'est quoi le Parlement? À quoi ça sert? Et que vont faire nos élus? Nos élus vont adopter des lois européennes, tout simplement, qu'on appelle des règlements et des directives, qui sont des vraies lois européennes, qui mettent en œuvre justement ce qu'on peut appeler les politiques publiques,
qui sont ces politiques publiques, mettent en œuvre des actions qui représentent pour nous un intérêt commun. On parlait de l'environnement, on parlait de l'écologie à l'instant, et l'agriculture. Il y a en tout 24 grandes politiques économiques publiques, d'ailleurs pas uniquement économiques, que met en œuvre l'Union européenne. Le Parlement, c'est le législateur, ni plus ni moins. Alors il n'est pas tout seul, puisque le Conseil des ministres travaille avec lui sur l'adoption des textes, et donc nos députés, très concrètement, élaborent la loi européenne sur la base d'une proposition de la Commission. Ce sont donc ceux qui confectionnent la loi. La difficulté, oui, nous aurons 81 députés français, c'est un ratio démographique qui fait que la France a 80 députés, les Allemands 96, Luxembourg 6, je crois, on ne va pas tous les passer en revue. La grande difficulté, constante d'ailleurs, depuis les premières élections de 79, c'est qu'il n'y a pas de majorité au sein du Parlement européen. Il n'y a pas un parti politique, un groupe politique plus précisément, qui aurait la majorité absolue. On a plutôt des majorités, alors centre-gauche, centre-droit, c'est pas très excité au Parlement européen. Enfin, du moins, jusqu'à présent. Jusqu'à présent, en tout cas. Et pour faire très simple, en quelque sorte, la gauche progressiste, la droite, pas trop excitée, sur le plan, je dirais, économique, ultralibéral, et puis de parti du centre. À une époque, c'était les Verts, maintenant c'est plutôt le Renew, parti entre guillemets, d'Emmanuel Macron. Bon, quand même, qui sont des libéraux, évidemment. Ces 2-3 partis faisaient majorité. Je ne suis pas certain, alors on verra ce que vont donner les élections, que les choses puissent se poursuivre aussi sereinement, parce que on peut sans doute avoir un groupe politique qui va rassembler ceux qui contestent l'Union européenne, notamment sur le flanc droit. On peut penser à Jordan Bardella qui mène une campagne incroyable, dont les résultats projetés, bien entendu. Il n'y a pas que son parti, il y a d'autres pays où c'est la même chose. Et si on projette et si on a un groupe politique qui rassemble les mécontentements de droite, je ne parle même pas des mécontentements de gauche, eh bien, s'ils ont une centaine de députés, là, ça va être extrêmement compliqué, parce que ce seront eux qui feront la bascule, qui pourront tout bloquer ou tout débloquer. Et quel compromis trouver, si vous voulez, avec des ultras... Alors, j'aime pas le terme nationaliste ou souverainiste. Je trouve que souverainiste, ça a peut-être plus de sens. Bon, passons. Avec des socialistes français, admettons, ou européens. Mais bon, pour répondre à votre question, le Parlement européen fait la loi et contrôle la Commission. Moi, je dirais quelque chose pour aller plus dans le même sens. C'est le Parlement qui fait la loi. En France, les parlementaires se plaignent beaucoup du fait que les lois leur arrivent du gouvernement et ils estiment qu'ils sont dépossédés du droit de faire la loi. Ce sont les mêmes qui déclarent que l'Europe est ci ou ça. L'Europe, c'est le Parlement qui fait la loi. C'est quand même, là aussi, un élément démocratique par excellence. C'est nous qui élisons les gens qui vont faire la loi. Puis le deuxième élément, c'est le système du compromis. En France, où de toute manière, le parti adverse, si il émet un texte qui vous va, en fait, dans le fond, vous allez voter contre. Le jour où le parti qui est en opposition va dire que la Terre est ronde, tout le reste de l'Assemblée va voter contre, alors que la Terre est ronde, effectivement. Donc le Parlement européen essaye de se dégager de cette espèce de brume, de brouillard français dans lequel on se complaît pour essayer d'être efficace. Et finalement, l'efficacité, eh bien, elle est plutôt du côté européen. C'est tout à fait juste. C'est tout à fait juste. Et on voit bien que ce Parlement européen qui ne fonctionne pas comme le nôtre, en réalité, est incompréhensible pour les Français. Forcément que l'opposition, même si elle a raison, par principe, elle a tort. Parce que c'est l'opposition ou c'est le parti majoritaire, inversement. Plutôt le parti majoritaire. Donc, voilà, c'est la grande singularité là aussi. Vous avez répondu quand même à pas mal de questions. On sent que les élections, l'Union européenne n'est pas forcément évident à comprendre. Le fonctionnement, à quoi sert ce Parlement européen ? On est un peu embrumé par notre fonctionnement français, un petit peu, alors que le Parlement est différent. En quoi est-il un peu fondamentalement différent de notre Parlement français ? Alors, vous l'avez dit un petit peu, Christine, mais... Pierre-Yves, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ? Sincèrement, alors il est différent parce que c'est pas le Parlement d'un État, c'est pas le Parlement d'une nation. C'est quand même un élément important à rappeler. C'est le Parlement d'une organisation intergouvernementale, d'une association d'États très sophistiquée qui ressemble beaucoup à un État.
Ce Parlement s'appelle un Parlement comme un Parlement national, mais ce n'est pas le Parlement d'un État. Bon, c'est la différence majeure. Et les députés européens, certes, représentent les citoyens européens, mais des États. Il n'y a pas de nation européenne, il n'y a pas de peuple européen, comme dans un État. Bon. Maintenant, sur un plan, si vous voulez, fonctionnel, où on regarde les compétences du Parlement, moi je ne vois aucune différence. Le Parlement légifère, il contrôle la Commission européenne. Alors, je lui dis, il ne légifère pas tout seul, puisqu'il y a le Conseil des ministres, mais en France, on a le Sénat. En Allemagne, qui est un État fédéral, on a le Bundestag, donc l'équivalent de l'Assemblée nationale, qui travaille avec le Bundesrat, qui représente les Länder, c'est-à-dire les États fédérés. Vous savez, le Conseil des ministres, il représente les États de l'Union européenne. En fait, ce Parlement, c'est un Parlement d'un État fédéral. Aux États-Unis, le Sénat, c'est la même chose. Pareil, oui. Bon, alors, ils ont 2 représentants par État, nous, il n'y en a qu'un. De ce point de vue-là, je ne vois pas de différence, d'un point de vue, sur le plan des principes. Et puis, sur le terrain des pouvoirs, alors évidemment, il faudrait faire une analyse un peu plus précise, mais il vote le budget. Il va voter des règles en matière environnementale, pour la libre circulation des personnes, pour lutter contre la surpuissance, très d'actualité, des GAFAM, des opérateurs numériques américains. Il va légiférer sur des questions de droit pénal. Je pourrais égrener ainsi toutes les compétences. Il va participer à la négociation, non pas à la négociation, mais à la ratification des accords de commerce que peut conclure l'Union européenne. C'est exactement les compétences naturelles d'un Parlement national, fonctionnellement. Bon. Et puis, peut-être en dernier lieu, alors ça c'est quelque chose que j'aime bien aussi présenter devant les étudiants, quand on y regarde d'assez près, on s'aperçoit que les compétences du Parlement européen, en fait, sont plus importantes que celles du Parlement français, et d'autre part, sur le simple terrain de l'expression des députés, le Parlement européen, les députés européens ont un droit d'expression, le Parlement européen a la possibilité d'adopter des résolutions sans restriction. Si le Parlement européen veut prendre position sur le conflit israélo-palestinien ou sur le conflit ukrainien, les députés le demandent au président et il vote. En France, le Parlement français, Assemblée nationale ou Sénat, constitutionnellement, est verrouillé. Donc, sur le fonctionnement même de ce Parlement européen, on peut faire une analyse comparative, en tout cas du point de vue français, très instructive, qui montre peut-être d'abord qu'il y a plus de pouvoir du côté du Parlement européen, et que les éléments d'expression démocratique de ce Parlement européen sont sans doute plus forts que le Parlement français. Quand on entend que l'Europe est antidémocratique, etc., en fait, c'est des bobards. À mon avis, c'est une erreur d'analyse majeure. Comment ça peut être antidémocratique alors que c'est le suffrage direct, quand même, qui permet l'élection des députés européens, que c'est le vote de ces députés européens qui permet l'adoption de la loi. Alors on peut être en désaccord complet, mais ça c'est un positionnement politique, mais dire qu'elle est antidémocratique, je pense que c'est une erreur d'analyse. C'est une erreur complète, à mon avis. Ça veut dire que le mot de démocratie est vidé de son sens. Oui. Visiblement, les gens qui disent ça, qu'est-ce qu'ils mettent derrière la démocratie ? C'est ça. Je pense qu'ils ont une vision de la démocratie qui s'arrête à leur paillasson. On va pas plus loin. C'est pas ça la démocratie. La démocratie, c'est justement cette libre participation, ce droit d'intervention dans la vie publique. C'est quand même quelque chose d'unique. La démocratie, c'est fragile. On le voit bien. C'est pas toujours évident partout. Et dire de l'Union européenne qu'elle est antidémocratique et que le Parlement est antidémocratique me paraît, c'est contradictoire dans les termes déjà. C'est une Parlement contradiction et dans antidémocratique, ça va pas ensemble. Alors surtout au suffrage universel direct, c'est une contradiction dans les termes et c'est une erreur d'analyse. Alors n'oublions pas aussi, parce que pour le coup on l'a oublié, c'est que le Parlement européen va élire le futur président ou la future présidente de la Commission européenne. Mais également installé par des votes en commission spéciale les 27 commissaires. Oui, mais les 26 commissaires, plus la présidente qui est élue au suffrage universel indirect. On a fait des progrès colossaux en termes de démocratie. Et ça, on l'oublie. Et donc, par ricochet, alors c'est peut-être une construction très formelle et on peut se bercer d'illusions, mais tout de même, la légitimité démocratique de la Commission et de sa présidente actuellement, ou du futur président, elle est
incontestable. Et quand on entend, oui, mais c'est qui cette Ursula von der Leyen? C'est quoi ce président de la Commission qui n'est même pas élu? Eh bien si, il est élu au suffrage universel indirect. Indirect, oui. Comme nous, les sénateurs. Et comme dans beaucoup de pays européens, d'ailleurs, le président italien est élu de façon indirecte. Bien entendu, tout à fait. Bien entendu. C'est quelque chose c'est un élément de la démocratie. Il ne faut surtout pas dire le contraire. Bien sûr, et les chefs de gouvernement, très souvent, ils sont issus de l'Assemblée. Alors, ils sont sans doute déjà élus comme députés. C'est vrai qu'ils bénéficient de cela. Bon. C'est pour ça que l'idée qui aurait pu consister à dire cette peut être qu'un député européen qui a déjà été élu, qui peut se présenter comme candidat à la Commission, permettrait peut-être d'achever encore plus la logique de légitimité de la Commission européenne. Mais bon, c'est une discussion. Peut-être pour le futur. L'Europe en 43 minutes sur RCF Touraine. Donc nous parlons aujourd'hui des élections européennes qui sont au cœur de l'actualité. Je vais me tourner un petit peu vers vous, Gabriella. Donc on vous a un peu entendu tout à l'heure. Vous êtes une jeune Britannique. Vous étiez trop jeune pour vous exprimer au moment du référendum sur le Brexit. Et vous n'avez plus le droit de voter maintenant aux élections. Qu'est-ce que vous ressentez un petit peu par rapport à cette situation aujourd'hui ? Personnellement, je trouve que c'est vraiment dommage de ne pas pouvoir voter surtout aux prochaines élections. C'est la première fois que les Britanniques ne pourront pas voter aux élections européennes. Et ça m'affecte aussi beaucoup personnellement parce que je vis en France donc, depuis 10 ans. Et je vois vraiment la différence maintenant depuis que le Royaume-Uni est sorti de l'Union européenne. Je vois vraiment les droits qu'on n'a plus, et surtout ce droit de vote qui est vraiment très important. Et donc, je pense que c'est d'autant plus important d'aller voter, surtout pour les jeunes, parce qu'on ne se rend pas compte de ce droit aussi important qu'on a jusqu'à ce qu'on ne l'ait plus, en fait. Et justement, pourquoi pour vous, l'Union européenne est aussi, vous paraît importante aujourd'hui et encore plus peut-être depuis que vous avez perdu En fait, l'Union européenne est partout et même si on ne le voit pas forcément, c'est présent vraiment dans notre vie. Elle est présente vraiment dans notre vie de tous les jours. Et voilà, que ce soit les lois, que ce soit c'est vraiment partout. Et je pense que de pouvoir participer aussi à ça, c'est vraiment important. Et malheureusement, je pourrais plus faire ça. Alors justement, c'est intéressant ce que vous avez dit. Vous avez dit que l'Union européenne est partout. C'est pas forcément, moi, le discours que j'entends avec les citoyens. Ils ont l'impression que l'Europe est lointaine, que ça n'a pas d'impact dans leur vie quotidienne. Qu'est-ce que vous en pensez, Christine, Pierre-Yves ? Je vais prendre un exemple. Quand on regarde la jeune génération, toute celle qui est partie en Erasmus, qui s'est mariée Erasmus, qui a fait des bébés, qui a fait des bébés Erasmus, qui viennent me dire que l'Union européenne est lointaine, j'ai un peu envie de sourire quand même. Elle est très présente. Voilà un exemple tout bête, mais c'est quand même essentiel. Tous les jeunes, là, j'ai vu 3 jeunes ou 4 jeunes sur 10 pensent qu'ils vont pas aller voter aux élections européennes. Bon sang de moi, excusez-moi de me fâcher, mais je trouve ça invraisemblable. L'Union européenne, ça leur a permis d'avoir des études à l'étranger, de faire des tas de choses, des choix de travail. Ils vont pouvoir aller travailler où ils veulent dans l'Union européenne. C'est quand même une chance fantastique. Donc, je pense que quand on dit que l'Union européenne est lointaine, on oublie un petit peu le côté pratique, le côté vivant, quotidien de l'Union européenne. C'est tout à fait juste. Elle n'est pas lointaine du tout, elle est à notre porte tous les jours. Jusqu'à preuve du contraire, on paye en euros. Bon, c'est un exemple, parmi d'autres. Alors, je ne sais pas si c'est le meilleur. Erasmus, évidemment. Je reviens juste un instant sur ce que vient de dire notre jeune Britannique. Il y a quelque chose de très désagréable, je crois, pour les Britanniques qui vivent en France, ou pas d'ailleurs, que l'on peut rencontrer, c'est qu'ils vont être assez rapidement stigmatisés. On va leur poser la question systématiquement. Alors,
tu étais pour le Brexit ou tu es contre le Brexit? Et ça, je trouve que ça doit être assez désagréable. Bon, alors les relations entre les Français et les Britanniques, elles sont ce qu'elles sont. On doit agacer les Britanniques comme ils nous agacent par ailleurs, mais quand même, on vit ensemble. Et je trouve que ça peut être assez épuisant là pour les jeunes en particulier. Et puis ce que vous disiez, j'ai immédiatement réagi. Et à juste raison, et ça rejoint notre discussion. L'Europe est partout. Les lois européennes s'infiltrent dans nos propres lois et modifient notre quotidien. Alors, ça peut être la protection du consommateur, on parlait de la libre circulation des étudiants, le tourisme, enfin, tous les exemples, mais c'est légion, les fonds européens, etc. Les frais d'itinérance, par exemple, qui ne s'appliquent plus. Typiquement, les frais d'itinérance qui ne s'appliquent plus, y compris et toujours d'ailleurs au Royaume-Uni, je l'ai expérimenté il n'y a pas très longtemps, ouf, tant mieux, donc je paye pas plus cher. Ça, c'est formidable. Et alors, comme ces lois européennes s'imposent à nous, faut les voter. Parce que ce sont bien nos députés qui vont élaborer la loi qui va s'appliquer à nous. Donc une espèce de raisonnement circulaire, là, alors un peu rhétorique, j'en conviens, mais qu'il ne faut quand même pas perdre de vue. Et puis, non, l'Europe est totalement présente et infiltrée. Elle n'est pas lointaine du tout. Elle est lointaine parce qu'on ne veut pas la comprendre, ou on nous la donne très mal à comprendre. Encore une fois, voyons l'état de la discussion entre les compétiteurs pour les européennes. C'est catastrophique. C'est très franco-français, hein, ça. Vous savez, la phrase qui disait quand tout va bien, c'est français, quand tout va mal, c'est à cause de l'Europe. Ça marche à tous les coups. Ça marche encore, et bêtement, le personnel politique, quel que soit son bord, est extrêmement coupable, parce que c'est d'eux que ça vient, hein, y compris d'ailleurs des députés européens, quelquefois. Non, ce qui marche vient aussi de l'Europe, ce qui marche pas peut venir d'Europe, comme venir de France. Entendu, et ça n'a, si on a pu tous être vaccinés comme on l'a été au bout d'un an de Covid, c'est grâce à l'Europe. Il faudrait quand même le rappeler, ça aussi. C'est quand même une chance fantastique quand on voit les chiffres d'Amérique latine, par exemple. Hein, sans l'Europe, c'était nous, hein, l'Amérique latine, pour le nombre de morts du Covid. Donc voilà, je pense que là, la responsabilité, je suis assez sévère sur les politiques, mais la responsabilité des politiques, notamment en France, parce qu'on voit moins ça dans les autres pays européens, elle est absolument colossale. Et c'est d'abord leur mea culpa qu'il faudrait faire si les gens ne vont pas voter. D'autant que je pense qu'il faut vraiment rappeler que les États, tout comme les citoyens à travers leurs députés, ne sont jamais écartés des décisions européennes, puisqu'ils font partie du processus. Ils font partie du processus décisionnel. Voilà. Nos députés reçoivent systématiquement les projets de règlement, les projets de directives, d'accords internationaux. Comme les ministres, les chefs d'État et de gouvernement. Bien entendu, comme les ministres et les chefs d'État et de gouvernement. Et l'Assemblée nationale et le Sénat a 2 mois pour prendre position, pour discuter. Ils sont parfaitement informés. Et donc, ce que dit à l'instant Christine Bousquet est 1000 fois exact. Moi, je suis en révolution en permanence devant cette espèce d'amnésie volontaire, une forme d'escroquerie intellectuelle quand même, là, qui est insupportable, qui frôle parfois l'indignité politique. Je suis très sévère. Mais vous savez, le premier, c'est une anecdote que je raconte à mes étudiants, qui s'est servi des élections européennes ou de l'Europe pour faire de la pure politique française. Alors, on l'a un peu oublié, celui-ci, c'est Georges Pompidou. En 72, que se passe-t-il? La France doit ratifier le traité d'adhésion, justement, du Royaume-Uni, du Danemark et de l'Irlande. Mais dans le même temps, Georges Pompidou souhaitait réduire le mandat présidentiel de 7 ans à 5 ans. Et il voulait faire, évidemment, comme De Gaulle, organiser un référendum pour instaurer le quinquennat. Mais il devait tester, et ça a été formulé ainsi, par lui-même, mesurer sa notoriété. Il a dit, je vais organiser un référendum pour autoriser la ratification des traités d'adhésion, alors qu'on peut le faire par la voie parlementaire. L'article 11, en l'occurrence, pour le référendum, pour l'autorisation de ratification. Les résultats sont plutôt favorables, il y a la ratification, mais la participation est faible. Et il dit, je ne suis pas assez populaire, donc je ne ferai pas mon quinquennat. Voilà, ça a commencé là. Et maintenant, on voit bien, l'Europe, c'est une campagne purement interne, purement franco-française. Hélas. Hélas.
Alors que les enjeux sont bien au niveau des 27 États et non pas que de au niveau mondial, au niveau mondial, parce que l'Europe c'est la première puissance, c'est une puissance économique monstrueuse, c'est une puissance commerciale, c'est une puissance maritime, c'est une puissance culturelle. 450 millions de consommateurs. On est 500 millions de consommateurs, et souvent on oublie les consommateurs alors qu'ils sont essentiels. C'est plus que les États-Unis. Et oui, bien sûr, on est bien plus important. Donc, quand on regarde bêtement les chiffres, on se rend compte de notre puissance. Et les politiques français ont tendance à l'oublier et à ne pas le mettre en avant parce qu'ils estiment qu'ils sont plus importants. Mais non. Le Parlement européen, c'est le deuxième plus grand parlement au monde, après l'Inde, avant les États-Unis. Eh bien, on boude cette démocratie, on boude ce Parlement. À mon avis, c'est une erreur. Donc, on a bien compris, l'Union européenne, c'est important. Il est important en tant que citoyen de faire entendre sa voix, d'aller voter pour donner une légitimité à ce Parlement et finalement construire l'avenir de notre Europe et éviter peut-être des situations comme celle de Gabriela. Merci beaucoup Pierry, merci Christine, merci Gabriela. Merci. C'était l'Europe en 43 minutes, émission animée par la Maison de l'Europe de Tours Centre Val de Loire, Europe Direct. À bientôt.